à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver. Et oui, nous avons une heure à passer ensemble pour faire le point de l'actualité sportive de la semaine. L'entretien exclusif avec le sélectionneur des U17 et le bilan de la première année du président Yacine Idriss Diallo sont au programme de ce soir. Et ce n'est pas tout. Non, on a mis les petits plats dans les grands comme tous les lundis soirs. Voici tout de suite le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce lundi, dans NCI Sport, un an après son accession à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo fait un premier bilan. Sélection nationale U16, Bassiriki Diabaté, le sélectionneur, fait l'état des lieux. Sur quelle base les joueurs ont été choisis pour le tournoi de Montaigu? Quelles sont les perspectives? L'ancien entraîneur du Racing Club d'Abidjan va s'expliquer dans cette émission. La Coupe de la Confédération de la CAF, les demi-finales de la Ligue des Champions de l'UEFA, NCI Sport analyse les affiches. Alors que la boxe ivoirienne navigue en eau trouble, des clubs préparent les champions de demain. Inside, inédit. Et comme tous les lundis soirs, les meilleurs consultants sont sur le plateau de NCI Sport. Bonsoir Patrick Guité. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Ah ouais, je vous donne des points là comme ça, dis donc. Je vous envoie la facture après. On prend. Ça va, ça a été la semaine? Oui, très bien. Ouais. Très sportive, tout simplement. Comme d'habitude. Oui. Comme d'hab. Et de l'autre côté de la table, il est majestueusement habillé ce soir. Bonsoir Babou Eric. Bonsoir Tia. Belle chemise, Eric. Merci, c'est gentil. Ouais. Vous me donnerez le numéro de votre tailleur. Je dirais plutôt celle que tu m'as donnée. Bon, d'accord. Alors là, ça me dépasse les mains de quelqu'un. Bon, allez, on a un gros programme, une toute petite heure, pour en parler tous ensemble. On va commencer tout de suite avec le premier sujet, c'est le DOC. Un an après son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le président Yacine Idriss Diallo a fait le point de sa première année de gestion. C'était ce lundi matin. Quels sont les chantiers qui ont été entrepris? Quels sont ceux qui ont été réalisés? Les réponses dans ce doc que nous proposent Armel Yao et Marco Seri. Un an après son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo fait le point. C'était face aux médias ce lundi. Le scrutin est très serré. 23 avril 2022, Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Monsieur Idriss Yacine Diallo. Après un processus électoral troublé, Idriss Diallo est élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il est passé. C'est en rassembleur que le nouveau boss du football ivoirien se présente devant les acteurs du ballon rond pour sa première prise de parole dans la peau de nouveau président de la FIF. Je prends l'engagement devant vous, devant la nation, devant notre pays, d'être un président juste. Ce n'est qu'ensemble, unis, en équipe, que nous pourrons réussir. Un an après son élection, Idriss Diallo dresse son bilan. Premier point, les compétitions. Nous avons créé de nouvelles compétitions, que la U20 Ligue 1 qui a démarré en février 2023, qui se déroule à Abidjan avec 16 clubs. Nous sommes à 11 journées sur 15. Nous avons pu démarrer la Ligue de football féminin en mars 2023 avec 24 clubs. Nous sommes aujourd'hui à 8 journées. On a relancé le championnat du district depuis le 3 mars 2023. Nous avons aussi relancé le championnat régional qui n'existait plus aussi depuis belle lurette. Nous relançons aussi la Coupe nationale qui a engagé 80 clubs pour un budget de plus de 93 millions de francs. Le patron de la Maison de Verre de Treichville a aussi évoqué les subventions octroyées aux clubs. Pour sa première année, elles ont connu une hausse considérable. 43% en Ligue 1, 100% en Ligue 2 et Division 3, 300% au football féminin. De façon concrète, les subventions des clubs de Ligue 1 sont passées de 70 à 100 millions de francs CFA. Les formations de Ligue 2, qui touchaient antérieurement 25 millions de francs CFA, touchent désormais 50 millions de francs CFA. En Détroit, on est passé de 15 à 30 millions de francs CFA. Et au football féminin, de 2,5 millions à 10 millions de francs CFA.
Les salaires des joueurs ont aussi connu une augmentation avec la mise en place d'un salaire minimum. 160 000 francs CFA pour la Ligue 1 et 100 000 francs CFA pour la Ligue 2. En 3e division, une contribution mensuelle aux frais de transport de 60 000 a été fixée. Autre point du bilan d'Idriss Diallo, les équipes nationales. La sélection A, les locaux et les U16 étaient eux aussi au menu. Nous avons recruté un nouveau staff très compétent avec une grosse expérience. On est en train de reconstruire une équipe avec des anciens et des nouveaux joueurs. On est en train d'essayer de créer une symbiose et une dynamique. Ensuite, les éléphants A' étaient au CHAN. Donc, ils ont été éliminés en quart de finale. On aurait aimé aller plus loin, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire. On les a mis dans des conditions similaires aux éléphants A pour leur donner une préparation idéale. Ensuite, les éléphants U23 ont été malheureusement éliminés par le Niger à l'occasion des éliminatoires des Jeux Olympiques 2023. Mais nous n'avons pas baissé les bras. On a maintenu l'équipe et l'équipe est allée jouer le tournoi du Maroc où ils ont été vainqueurs du tournoi du Maroc devant le Maroc et plusieurs autres pays de haut niveau. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Et les U16 donc, ont participé à Montaigu et nous sommes en train de préparer la suite. Après le bilan, le temps des observations. Les acteurs et les observateurs du football national ont-ils été convaincus par l'exposé du président de la FIF? Certains d'entre eux se sont exprimés au micro de NCI Sport. Concrètement, il est resté dans son projet qu'il a pour le football ivoirien. Il a appelé au rassemblement pour développer le football ivoirien. Je pense qu'il est dans sa droite ligne. C'est un très bon bilan parce que je vois qu'il a quand même respecté, il a tenu quasiment toutes ses promesses, notamment la revalorisation des salaires et puis aussi du SMIC. Il faut encourager la Fédération ivoirienne de football à poursuivre dans ce sens. Il faut encourager le comité exécutif parce qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de changements. C'est un bilan mitigé, mais pour une première année, c'est encouragé. Il y a beaucoup de grands pas qui ont été effectués. Et on espère que l'année prochaine, quand on se retrouvera pour la seconde édition, on aura également franchi certains autres paliers. Le bilan de l'an dressé, que se passera-t-il pour la suite? Que nous réserve le COMEX Diallo pour les 12 prochains mois? Nous travaillons dur avec le COCAN pour essayer d'offrir la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. Et nous travaillons aussi à obtenir un héritage. Nous allons nous consacrer aux autres compétitions. Le CHAN 2024, la Coupe du Monde 2026, les CAN féminines, U17, U20, CAN Beach Soccer, CAN Futsal. Voilà, on va se battre sur tous ces périmètres-là pour essayer évidemment d'être une fédération active, une fédération dynamique, une fédération au service de ses membres et une fédération qui permette au football ivoirien de retrouver, je dirais, la place qu'il avait il y a de cela quelques années au firmament du football africain. Rendez-vous dans 12 mois pour faire le point. Alors messieurs, bon, première question, quel est votre avis général, quelles sont vos impressions sur le bilan du président Idriss Diallo? Alors pour sa première année, il a ouvert beaucoup de chantiers, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait du retard à rattraper. C'est vrai que derrière, il y a des budgets, des moyens à mettre en face pour pouvoir mener à bien tous ces projets-là. Pour l'instant, je pense qu'il a ouvert ces chantiers-là pour l'organisation de certaines compétitions, des compétitions qui n'étaient pas organisées jusqu'à présent. Aujourd'hui, il a réussi à mettre le pied dans le plat et ça, il faut l'encourager. Après, il y a les choses à revoir et sur ça, on reviendra là-dessus. Évidemment, comme l'a dit JT, première année, c'est forcément l'année où on pose les fondations. On essaie de donner des directives et de lancer le projet. Pour le moment, on peut le dire, il est dans sa droite ligne. Il a fait des promesses, il est en train de les mettre en pratique. On l'a dit, la subvention, il est en train de grimper. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont évolué et c'est déjà pas mal. Alors justement, en ce qui concerne la revalorisation, je vais y arriver, des subventions, selon vous, est-ce qu'elle a apporté un plus au niveau du championnat ?
Pour l'instant, moi, je ne suis pas satisfait du niveau du championnat. Il suffit de regarder. Je sais qu'on va parler un peu de la 26e journée du championnat au niveau donc, du nombre de buts marqués, au niveau donc, du jeu, tout simplement. Pour ma part, je pense qu'il y a du travail à faire. Maintenant, c'est très bien d'organiser, de revaloriser les subventions. Est-ce que ça a un impact véritablement sur le quotidien des joueurs? Est-ce que le SMIC de 160 000 francs est effectivement donné aux joueurs? Pour moi, j'entends des sons discordants de certains qui ne sont pas encore dans ce canevas-là. Donc, oui, c'est bien de donner de l'argent, mais il faut vérifier, il faut un service de contrôle tout simplement pour permettre au président d'être dans les clous, tout simplement. Eric, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'à ce niveau aussi, il a répondu présent par rapport à ce qu'il avait promis. Il avait promis d'augmenter la subvention, il avait même donné un montant et pour l'instant, il a tenu promesse. Maintenant, c'est un volet aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est la gestion de cette subvention par rapport au club. Habituellement, c'était donné et puis il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de, on va dire, de contrôle sur ce qui était fait de cet argent. Pour le moment, en tout cas, je pense, sinon on aurait entendu beaucoup de bruit, je pense que pour le moment, en tout cas, les choses se passent plus ou moins bien. Il y a certains clubs, évidemment, qui sont récalcitrants, qui n'arrivent pas à rentrer dans le moule, mais il serait très bon que la FIF soit rigoureuse, très dure, pour que effectivement cet argent-là serve surtout d'abord à payer les joueurs et puis après à pouvoir épuiser les autres dépenses. Mais tout en sachant, n'oublions pas que c'est la subvention de la fédération et les clubs sont censés trouver des moyens additifs. Voilà. Bon, moi, je veux qu'on change un tout petit peu le terme. Ce n'est pas une subvention au niveau donc, des clubs de Ligue 1, puisque ce sont des droits télé. Donc, c'est un droit à l'image qui est reversé au club. Mais c'est vrai qu'il faut contrôler parce que, pour ma part, les joueurs, les acteurs, c'est-à-dire que les entraîneurs et les joueurs ne profitent pas assez de cette révalorisation des subventions. Donc là, il faut taper du poing sur la table, même si c'est vrai que on fera du mal à certains amis qui nous ont mis là en tant que président, mais il faut régler ces problèmes-là pour que les joueurs soient dans les bonnes conditions. Et s'ils sont dans les bonnes conditions, comme a été Romario, donc, ils vont donner beaucoup plus sur le terrain du plaisir, du spectacle et nous offrir tout ce qu'on voit de l'autre côté en Europe, par exemple. Alors, on constate que toutes les catégories ont un salaire minimum, sauf le football féminin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je dirais simplement qu'il fallait bien commencer quelque part. Voilà, et j'espère en tout cas que ça va arriver à ce niveau-là. Déjà, il y a le championnat de deuxième division féminin qui a commencé aussi, où la SEC caracole pratiquement en tête. Donc je me dis que petit à petit, les choses vont évoluer. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'était le bilan du président Yacine Idriss Diallo. Ce qui nous emmène à la 26e journée de Ligue 1. Et oui, on a joué donc cette 26e journée de Ligue 1 Lonassi ce week-end. Le FC San Pedro a battu l'US Bafing de Touba 2-0. Le Sporting Club de Gagnoa a défait Sol FC sur le score de 2-1 quand les Magnans du Stella Club ont assuré l'essentiel face aux Lys de Sassandra 1-0. Et pour le reste, vous voyez les résultats. Le RCA et l'AS Denguélé se sont neutralisés sur le score d'1 partout. La FAD Azida Megourou 0-0. La SOA face au CO Korogo 1 partout. Et puis l'USC Bassam face à Boaké FC 0-0. Alors au classement, la SEC Mimosa, avec un match en moins, conserve son fauteuil de leader avec 53 points devant la SOA, 46 points plus 13 et le Sporting Club de Gagnoa, 46 points plus 7. Et au bas du tableau, l'US Bafing de Touba, 23 points et l'Azida Bengourou avec 24 points sont relégables à 4 journées de la fin de la première partie de cette Lonassi Ligue 1. Alors déjà, Patrick Guité, quel commentaire sur les scores étriqués quand même de cette 26e journée? Alors j'en parlais, je parlais donc des attaquants qui n'étaient pas très prolifiques, du bastion offensif des différentes équipes qui n'étaient pas très à l'aise. Donc 10 buts en 7 matchs, même si ça fait une moyenne d'un peu plus d'un but par match, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et ça ramène encore une fois à la problématique donc, de la pauvreté au niveau offensif, tout simplement, que ce soit au niveau de l'équipe nationale ou bien même, des équipes nationales ou bien même du championnat. Et puis, la dernière chose que je veux ajouter, c'est que la FAD a maintenant la grosse pression donc de FC San Pedro, qui revient juste à 1 point. Oui. Donc, ça sera chaud pour les 4 derniers matchs.
par rapport donc au play-off. Alors, la bataille contre la relégation fait rage quand même au bas du tableau. Le S Bafing qui retombe dans le rouge. Est-ce que vous pensez que Bafing peut se maintenir quand même cette saison? Mais quand vous voyez, pratiquement dans le bas de classement, rien n'est encore joué. Hein. Ouais. La musique n'est pas encore finie. Chaque équipe va se battre pour sortir de cette zone-là. Donc rien n'est encore fait. En haut, plus ou moins, on va dire. Hein, mais derrière, c'est encore une grosse bataille. Ouais. Donc rien n'est encore fait. Il ne faut pas déjà vendre la peau de l'ours. Oui. Ouais, je suis d'accord que ça sera compliqué, ça sera très très dur la bataille pour la survie en Ligue 1. Jusqu'à la 12e place, je pense qu'on n'est pas encore sauvé. Donc il va falloir se battre tout simplement. Et on remarque également que le FC San Pedro enchaîne les bons résultats depuis l'arrivée de Maxime Guaméné sur le banc de touche. Est-ce que vous pensez que cette équipe a quand même les moyens de viser le Caridas? Oui, c'est quand même 7 matchs sans aucune défaite. Ouais. Sans aucune défaite. Ouais, c'est la grosse progression. Absolument, hein, depuis l'arrivée de Guaméné Maxime, qui est également un très très bon entraîneur. Donc ça sera la bataille également des entraîneurs entre Maxime et Romaric, qui pour moi également fait partie des grosses pointures au niveau donc, des coachs de ce championnat. Parce que tout de suite, on a senti la patte de Maxime. Il a modélé cette équipe de San Pedro. Hein. Tu as repris de l'allant. C'est une équipe qui traînait un peu le pied. Et là, aujourd'hui, elle n'est pas loin de mettre son pied dans le Caridas. Oui. Et là, ce week-end, je pense qu'on aura un gros match. Hein. Elle rencontre les deux hommes, la SOA. Ah oui. Et donc, c'est pour dire qu'il y aura un gros match ce week-end. Bon, ben rien n'est joué en tout cas au niveau de la Ligue 1. On va passer maintenant aux demi-finales de la Coupe de la Confédération. Eh oui, ASEC USM Alger, puisqu'en Coupe CAF, la SEC donc affronte l'Union sportive de la Médina d'Alger pour ces demi-finales aller au stade de la Paix de Bouaké. Objectif pour les Mimosas, prendre une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu le 17 mai à Alger. Alors, comment les Mimosas doivent-ils aborder cette rencontre, messieurs? Alors, là, je me tourne vers vous. Mais il n'y aura pas à chercher midi à 14h. Il faut aller à fond, il faut attaquer, mettre tout ce qu'on a dans le ventre pour pouvoir au moins faire un score, on va dire, pour se mettre à l'abri. Parce que le match retour, c'est sûr, sera difficile, sera pénible. Mais cette équipe de la SEC a pris de la confiance. Voilà. C'est une équipe aujourd'hui avec des joueurs qui sont montés en puissance, qui sont un peu plus aguerris. Voilà. Et qui sont, on va dire, conscients on va dire, du challenge qu'ils ont en face. Donc, je suis confiant. Je sais que ces garçons-là vont donner tout ce qu'ils ont. Maintenant, en face, ce n'est pas une équipe moyenne. C'est une très bonne équipe algérienne. Il faudra donner vraiment tout ce qu'on a dans le ventre pour pouvoir passer. Alors, un élément qui peut jouer en faveur ou non, d'ailleurs, de la SEC, et ce sera l'objet de ma question, il est annoncé une température de 34 degrés avec un taux d'humidité de 63%. Alors, je fais ma Miss Météo, là. Ce sont des paramètres qui comptent. Absolument. Est-ce que ça peut être un avantage pour la SEC ? Selon vous? Oui, ça pourrait être un avantage, surtout qu'on joue contre des Algériens. Voilà, donc ça pourrait être un avantage, mais il ne faut pas tellement s'appuyer également sur la météo, parce que je sais que les Algériens viendront s'acclimater tout simplement à cela pour se mettre dans le bain. Mais pour être dans l'optimisme, comme Eric, on va vous donner une stat. C'est 10 matchs consécutifs à l'extérieur sans la moindre victoire pour l'USM Alger. Donc c'est une stat qui peut donner du bon au cœur aux supporters donc, de la SEC Mimosa, qui caracolent en tête donc, du championnat, qui sont sur une bonne dynamique, avec des défenseurs qui sont exceptionnels, qui apportent Zouzou Carlos et Atoula. Ouais. Mais maintenant, là où je suis inquiet, c'est au niveau donc, de l'animation offensive. Même si on a marqué 2 buts lors du dernier match, je pense que les attaquants doivent se réveiller, doivent être beaucoup plus décisif dans la surface de réparation pour faire mal à cette équipe, parce qu'aujourd'hui, un but à l'extérieur, eh bien, ça compte double. Oui, clairement, les Algériens vont venir pour défendre. Hein. Les stats ont parlé. C'est une équipe qui se déplace difficilement, qui a des difficultés. Donc, ils vont venir pour limiter la casse, forcément. C'est à la SEC d'aller les titiller, les chercher, percer ce verrou-là pour pouvoir marquer des buts. On sait qu'offensivement, dans l'animation, il y a quelques soucis parce que la SEC n'a pas véritablement ce buteur-là qui peut vraiment rassurer l'équipe, qui à tout moment peut décanter la situation. C'est là où la SEC devra progresser. Mais derrière, le bloc, c'est bon. Au milieu de terrain, il y a la mayonnaise apprise, les joueurs sortent les crocs. Donc, c'est bon. Maintenant, devant, il faudra trouver des joueurs efficaces pour pouvoir sauter cette équipe algérienne, ne serait-ce que marquer 2 buts, pourquoi pas?
et puis voyager tranquillement, sereinement. Bon, eh bien, de toute façon, non, on sera derrière. Hein, on sera derrière cette équipe de la SEC Mimosa, bien évidemment, comme d'habitude. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après la pub, on aura l'entretien avec le sélectionneur des U17. On parlera de la demi-finale de l'UEFA Champions League et puis un inside pour les amoureux de boxe. Donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport, deuxième partie de l'émission, et nous sommes toujours en compagnie de nos deux consultants, Patrick Guité et Babou Eric. Eh bien oui, on va enchaîner avec la suite du programme puisqu'on n'a qu'une heure à passer ensemble pour reparler de l'actualité sportive de la semaine. On continue avec l'entretien et l'entretien va concerner la sélection U17. Bien qu'ayant effectué un parcours honorable au tournoi de Montaigu, nos éléphantos U17 sont malheureusement absents à la CAN de leur catégorie qui se déroule actuellement en Algérie. Cependant, le travail ne s'arrête pas. Bassiriki Diabaté nous fait l'état des lieux de cette sélection au micro d'Yves Borisvet, Armeliao Hervé Kiessé et Marco Seri. Ancien entraîneur du Racing Club d'Abidjan, Bassiriki Diabaté est depuis le 2 octobre 2022 le coach de la sélection U17 de Côte d'Ivoire. De retour du tournoi de Montaigu, le meilleur entraîneur de Ligue 1 saison 2019-2020 nous fait le bilan de cette campagne. Il nous rejoint pour cet entretien exclusif. On y va. Salut coach, comment allez-vous? Oui, mon cher Boris, ça va bien? D'accord, mais c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Du 2 au 10 avril a eu lieu le tournoi de Montaigu. La Côte d'Ivoire a terminé 9e à cette compétition. Quel bilan faites-vous de votre participation? Nous nous trouvons avec un bilan assez mitigé. Certes, beaucoup de satisfaction, beaucoup de points positifs relevés au cours de ce périple sportif, mais aussi énormément de regrets au vu de la qualité et de la capacité d'adaptation qu'a fait preuve les enfants. On va d'abord se pencher sur les satisfactions. D'abord, les satisfactions, c'est la qualité et le niveau de jeu affiché. La sélection ivoirienne naissante, il va sans dire que nous avons été nommés il n'y a pas assez longtemps. Et le temps de mettre ce groupe en place aussi, c'est depuis octobre. Nous avons essayé de créer ce groupe, d'amener de la qualité surtout dans ce groupe. Au tournoi de Montaigu, les enfants ont fait montre de caractère et d'un jeu d'assez bonne facture. Et le niveau de jeu et la qualité individuelle proposée par la Côte d'Ivoire a été remarqué à cette compétition. D'ailleurs, en off, vous nous disiez que vous avez même reçu les félicitations du Mexique. Effectivement, la délégation mexicaine nous a expressément reçus et félicités par rapport au niveau de jeu affiché et la qualité des joueurs au poste que nous avons proposé à cette 50e édition du tournoi mondial Montaigu. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller plus loin dans cette compétition? Nous avons surtout flanché dans notre entame. Sur les 2 premiers matchs, nous avons fait preuve d'une inefficacité assez incroyable, une nervosité déconcertante devant les buts. Nous avons vendagé énormément d'occasions sur les 2 premières rencontres et tout de suite après, nous nous sommes repris. C'est surtout au regard de ce gâchis et de ce nombre incalculable d'occasions vendagées que nous avons aujourd'hui énormément de regrets. Après, beaucoup de paramètres peuvent expliquer cette inefficacité ou ce manque de réalisme. Après des recherches, nous avons compris que l'adaptation a été un facteur déterminant, notamment le climat. Vous savez que nous étions à une température de 2, 3, 4 degrés, alors qu'à Abidjan, ici, on était à 33, 34. L'écart de température et aussi la variation au niveau des habitudes alimentaires sur les premiers jours ont été des facteurs qui ne justifient certes pas, mais assez déterminants dans notre inefficacité sur ces 2 premières rencontres. C'était quoi l'objectif? D'abord, vous savez que la Côte d'Ivoire était absente de ce concert depuis 2019. Il fallait déjà montrer la présence de la nation ivoirienne, de la Côte d'Ivoire footballistique. Il fallait montrer que nous sommes là et qu'il fallait compter avec la Côte d'Ivoire au niveau du foot des jeunes, notamment des moins de 16 ans, à cette compétition assez réputée et médiatisée. Et pour nous, c'était d'abord d'aller voir le groupe et le travail que nous avons fait en amont depuis octobre, à quel niveau nous étions, jauger le travail effectué pour pouvoir justement se projeter sur notre objectif majeur qui est la qualif
au tournoi d'Ifouabé Futur pour la qualification de la CAN U17 à venir et du mondial en cours. On sait tous qu'il n'y a pas de championnat de jeunes sous nos tropiques. Comment avez-vous procédé pour la sélection de tous ces joueurs? Nous n'avons pas été beaucoup aidés par, certes, le manque de compétition, mais tout doucement, le comité exécutif de la fédération est en train de mettre en place les compétitions jeunes. Nous avons vu récemment l'entame de la compétition U20. La compétition U17 va suivre. Mais il faut dire que nous nous sommes appuyés sur les compétitions régionales organisées par l'ACFACI. Nous avons été sur le terrain pour pouvoir justement effectuer des détections et profiter de cette compétition des phases régionales organisées pour pouvoir dénicher. Mais il se raconte que cette sélection a été concoctée par le DTN Ludovic Batelli. La présélection d'abord s'est faite par tous les membres de la DTN. Notamment le sélectionneur U20 Dao Lassina a participé, le DTN lui-même, le DTN adjoint Alain Guamene, Guamene Maxime avant son départ a participé aussi à toute cette détection. Et moi-même et tout mon staff, notamment Didier Landry, Bakary Kone, qui est le préparateur des gardiens de la sélection U17. Il faut dire que ça a été un travail collégial. Tout le monde a eu son mot à dire. Bien sûr, je pouvais trancher quand nous n'arrivons pas à accorder les violons. Mais le dernier mot me revenait. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est engagée dans aucune compétition au plan continental. Quel sera donc l'avenir de cet effectif, de cette catégorie? Je pense que nous allons continuer le travail avec ces jeunes-là. Naturellement, nous allons continuer un brassage de détection pour encore aller chercher plus de qualité, pour booster cette sélection, la rendre plus compétitive, pour répondre aux prochaines joutes qui arrivent incessamment et pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement qualifiée pour la CAN U17 2025 et aussi, par ricochet, aller chercher une place qualificative pour le mondial et permettre à la Côte d'Ivoire de faire son retour au niveau des compétitions internationales jeunes. Et je pense que nous sommes sur la voie. Il faut faire confiance à ces garçons. Ils ont montré beaucoup de qualité. Et je pense que nous sommes en train d'assister à la naissance d'une génération qui, nous pensons, pourrait être dorée, car cette sélection regroupe d'énormes talents. Coach, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et puis bonne chance pour la suite de votre carrière en tant que sélectionneur à la tête de l'équipe U17. Merci Boris et surtout merci à NCI qui fait beaucoup pour les sélections ivoiriennes et permet aux amoureux du football de vivre le quotidien de ces sélections-là. Alors messieurs, le coach Bassiriki Diabaté a évoqué quand même plusieurs problèmes, plusieurs facteurs qui pourraient expliquer justement le parcours mitigé des éléphantos. Il a parlé donc de problèmes d'adaptation climatique et culinaire également. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs selon vous qui peuvent expliquer et justifier quand même cette 9e place des éléphantos U17 ? Alors, déjà, bravo à Bassiriki, bravo à la fédération. Oui. Je peux vous dire qu'on a fait plus de 2 ans de palabres au niveau de la fédération. C'est maintenant que les choses se remettent en place. Donc, forcément, il y a un problème d'adaptation pour des jeunes garçons qui sont dans un nouvel environnement. Au-delà de cela, je l'ai dit, il manque d'efficacité au niveau de l'attaque, c'est au niveau de la formation. On n'apprend pas à nos joueurs à rentrer vite dans la compétition, on n'apprend pas le fighting spirit, l'esprit de tueur tout de suite. Et là, moi, quand j'ai suivi les matchs, j'ai vu qu'il y a le ballon circulaire, ça jouait au football, mais ça manque de tueurs tout simplement. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour que nos équipes soient performantes tout simplement. Éric. Oui, déjà, il faut féliciter la fédération. Ça fait partie des bons points de cette première année de la fédération. Déjà, renouer avec ces compétitions pour les jeunes, c'est là qu'ils vont apprendre, c'est là qu'ils vont grandir, c'est là qu'ils vont acquérir de l'expérience. Et là, ce vécu-là, aujourd'hui, sera bénéfique à l'équipe nationale. Là, effectivement, changement d'environnement, changement de nourriture, tout ça a forcément joué sur ces jeunes-là. C'est des petites choses, mais qui sont importantes dans le rendement d'une équipe. Donc, c'est normal. Maintenant, ils n'ont que 17 ans. C'est des jeunes. Ils vont grandir, ils viennent d'apprendre. Et puis, c'est bien de continuer. Et je pense que la fédération doit penser, il a dit, l'entraîneur, il y a un suivi qui va se faire. Ils vont continuer. C'est de la bonne graine. Et puis, encore, deuxième point positif, les bonnes personnes aux bonnes places. Et là, c'était formidable. Bassiriki, c'est un formateur dans l'âme. C'est quelqu'un qui a formé des jeunes
au niveau du RCA déjà. Donc, il aime la chose et il connaît la chose. Et là, ils ont trouvé la bonne personne pour ces jeunes-là. Ça, c'est déjà aussi quelque chose à féliciter. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais moi, j'ai trouvé le coach Bassiriki très, très, très optimiste quant à cette sélection des U17. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour qu'on ait une sélection U17, je dirais, assez compétitive par rapport aux prochaines échéances? Je pense que lui-même, il a été un peu surpris par le niveau de compétition de ses enfants. C'est pour ça que vous voyez l'entraîneur très optimiste. Il a découvert des joueurs qui ont du talent. Certes, c'est lui qui les a sélectionnés, mais ils ont montré de la capacité face à l'environnement, certains changements, tu pouvais les bloquer. Mais ces enfants leur ont montré de la capacité. S'ils étaient efficaces, évidemment, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais c'est l'éternel problème actuellement des sélections ivoiriennes, l'efficacité. Mais au-delà, il y a un beau travail qui est fait par Bassiriki. Donner des moyens tout simplement à la CIFAXI, qui est l'association des centres de formation de football de Côte d'Ivoire, qui, malgré l'absence de compétition, continue d'entretenir ces jeunes-là et qui viennent maintenant en sélection. Donc, ne pas casser la roue. Parce que, voilà, au niveau des jeunes, c'est la formation. Même si, moi, je pense compétition. Mais bon, il ne faut pas casser la roue pour permettre, donc, je l'ai dit, à cette équipe donc, de gravir des échelons. En tout cas, félicitations au coach Bassiriki et puis à toute la sélection des Éléphantos U17. Bon, même si ce n'était qu'une 9e place, mais en tout cas, ils n'ont pas démérité et nous, on était vraiment très, très fiers d'eux. Et on va poursuivre notre belle soirée de sport avec les demi-finales de l'UEFA Champions League, donc la Ligue des champions européenne, et 2 gros chocs à l'affiche. Opposés en demi-finale en 2022, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent pour un remake de feu demain soir au stade Santiago Bernabéu. Et à 1187 km exactement de là, l'AC Milan croisera le fer avec l'Inter Milan dans un derby milanais électrique. Alors messieurs, on va parler d'abord de ce Manchester City Real Madrid. Qui est favori, selon vous? C'est mitigé. Question. C'est mitigé. Très belle question. Oui, c'est mitigé. Lorsque vous connaissez l'histoire du Real de Madrid avec la Ligue des Champions, on dit tout de suite que le Real est favori parce qu'il connaît cette compétition. C'est une équipe de coupe qui, chaque fois qu'on parle de coupe, est performante. C'est vrai, cette saison, mitigée, mais Super Coupe d'Europe, Coupe du monde des vainqueurs. Pardon, Coupe du monde des clubs, et puis Copa del Rey. Le Real Madrid est toujours favori. Ça, c'est indiscutable. C'est une équipe de compétition et depuis ces 2 dernières saisons, on a vu les performances de cette équipe-là. Elle est favorite, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, derrière, il y a une superbe équipe de Manchester City. Donc, ils sont formidables. on aura droit, en tout cas, pour les férus de football, on aura droit à un match de haut vol. Exactement. Gros match. Alors, il y aura un duel un petit peu lointain entre Haaland et Benzema. Quel sera, selon vous, l'apport de ces 2 joueurs lors de ce beau duel? Benzema, c'est la pièce maîtresse, on va le dire, de l'attaque de Real Madrid. C'est lui le guide, c'est lui le patron, tout simplement. Il est là depuis longtemps, donc il sait comment jouer avec ses coéquipiers. De l'autre côté, Erling Haaland, lui, c'est la pièce qui manquait tout simplement à la machine de Pep Guardiola. Maintenant, après, est-ce qu'il va s'adapter au niveau émotionnel? Est-ce qu'il sera au niveau? Question. Oui, c'est une belle question. Est-ce que Haaland, le cyborg, sera au niveau de la compétition de cette demi-finale? C'est là la grosse question, parce qu'en face, c'est le Real de Madrid, avec des joueurs expérimentés. Tu connais la compétition, tu connais le niveau. Et là, on sera braqués. On sera tous devant la télé. Et après, on en reparlera. Évidemment. Parlons de ce duel également, le duel des entraîneurs. Carlo Ancelotti face à Pep Guardiola. Est-ce que le technicien espagnol a de quoi, je dirais, a les arguments, a des arguments à faire valoir cette année? Oui, je veux le dire encore. Madrid, c'est toujours les favoris. Ancelotti connaît ses joueurs. On ne sait pas pour qui vous penchez, on n'a pas compris encore. Oui, parce que clairement, Madrid part toujours devant parce qu'il y a l'expérience, il y a le vécu, et puis ils se transcendent quand ils entendent cette chanson de la Ligue des Champions. C'est comme si ces joueurs-là se subliment. C'est formidable de les voir jouer. Mais en face, il y a cette équipe de Manchester City, là, avec cet entraîneur-là, l'un des meilleurs, en tout cas ces 10 dernières années, comme entraîneur, il est capable. En tout cas, parce que souvent, il essaie de créer des choses, s'il reste un peu logique, il peut faire très mal aussi à Madrid. C'est ce qu'on lui reproche, parce qu'à l'approche des grands rendez-vous, il essaie de faire du Pep Guardiola. Il a réinventé la roue. Il a perdu, pour les stats, il a perdu 6 demi-finales sur 9 jouées.
Donc, il peut avoir peur du Real de Madrid de Carlo Ancelotti, qui lui est un expert en coupe, tout simplement. Alors, parlons de cette autre affiche, AC Milan, Inter Milan. Donc, c'est la deuxième affiche de cette demi-finale. Comment est-ce que vous entrevoyez justement ce derby milanais? Ça sera très accroché, très haché, peut-être, entre deux équipes qui se connaissent, de la même ville. Ça fait 20 ans, on est 20 ans après donc, la dernière demi-finale qui a été explosive entre ces deux équipes. Donc, pour ma part, avantage quand même, excusez-moi, mais avantage quand même à l'Inter de Milan qui, pour moi, a un effectif, voilà, une profondeur de banc pour aller chercher cette place en finale. Alors, Eric, est-ce qu'on peut parler de renaissance du football italien? Vous m'enlevez le mot à la bouche. J'étais en train de penser justement à ça pour dire c'est le grand retour du football italien. Oui. Les deux grandes machines italiennes sont de retour. Elles s'enfantent à ce niveau de la compétition, on peut le dire clairement. Et on l'a vu venir, parce que ces dernières années, on a vu Milan monter en puissance, on a vu Inter. Et surtout, par rapport au recrutement effectué, ils ont pris des grands joueurs. Vous voyez, l'effectif, c'est des joueurs de talent. Donc, c'est préparé. Voilà, je pense que ce n'est pas arrivé comme ça. Et c'est vraiment justice de retrouver l'Italie, revenir à ce niveau. On avait besoin de l'Italie. Et là, l'Italie est de retour. Ah bah oui. Il ne faut pas oublier que Naples a été éliminé par le Milan AC en quart de finale. D'accord, très bien. Alors, on a voulu vous tendre le micro, bien évidemment, concernant donc, la Ligue des Champions, l'UEFA Champions League. Et on vous a interrogé donc, sur la rencontre Real Madrid-Manchester City. Le Real en difficulté en Liga. Peut-il battre Manchester City? Eh bien, vos réponses dans le Fast Cam qui vous est préparé et proposé comme tous les lundis par Marco Seri. Quand nous voyons l'effectif du Real Madrid, il faut dire que le Real Madrid doit craindre Man City parce que Man City est très en forme. Donc il faudrait faire attention avec le Real. Quand les 90 minutes sont pas encore finies, nous avons encore l'espoir. Ici, pour Paris m'a fait que le Real va gagner City. Avec 2 buts de Benzema, 1 but de Vinicius. Même si le Real Madrid, ça ne va pas en Liga, mais en Ligue des Champions, ça va aller. Ça va aller, ça jouera. Il sait que le Real Madrid va se qualifier pour la finale. Je fais cette vidéo depuis 2 plateaux pour soutenir mon équipe qui est le Real Madrid. L'année passée, on a gagné la Ligue des Champions et je sais que cette année, on peut faire pareil. Le Real Madrid, malgré les difficultés en Liga, moi je pense qu'ils peuvent battre Manchester City. Parce que le Real, c'est comme les Indiens. Où tu penses qu'ils sont finis là, c'est là ils vont te montrer qu'eux ils jouent un médicament. Même moi-même, tu me prends, tu me déposes dans l'équipe de Real, ça là, j'ai fini meilleur défenseur. Je ne sais pas il y a quoi dans ce club-là, mais vraiment, c'est les meilleurs. Vinicius, Rodrigo, Benzema. En tout cas, Manchester City va Lille. Bon, là, on ne long pas ce qui n'est pas long, puisque le travail est déjà fait. Il y aura 2-0 pour Manchester City, 1 but de Mahrez, 1 but de De Vrij. Cette équipe du Real ne dispose pas de moyens nécessaires pour pouvoir battre l'équipe de Manchester City, dans le sens où l'année passée, nous avons assisté à la rencontre qui a opposé ces deux mêmes équipes et on a constaté que l'équipe de Manchester City, sans un véritable neuf, a posé tous les problèmes au Real et le Real a eu un peu de chance pour se qualifier dans les dernières minutes. Mais cette année, avec l'arrivée d'un certain Haaland qui écrase tout sur son passage et un Guardiola qui, je pense, a tiré des leçons de ses défaites en Ligue des Champions avec cette même équipe de Manchester City, ne va pas aussi se laisser faire. Donc pour moi, City repart favori. Oh, elle est formidable cette séquence Ah oui. et on adore vous donner la parole. Moi, ce que je retiens, c'est le Real, c'est comme les Indiens. C'est comme les Indiens. Ça, c'était formidable. Je crois que c'est Indri, si je ne me trompe pas. J'ai retenu son nom parce que là, c'était un délice. Il ne faut pas long ce qui est long. Voilà, il ne faut pas long ce qui n'est pas long. Voilà, il ne faut pas long ce qui n'est pas long. Tout à fait. Et bien justement, la pub, elle ne sera pas longue du tout. Donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. On parlera on fera le point de la deuxième journée de Ligue 2. Et puis cet inside, en mode boxe ce soir. Donc on revient dans quelques instants. De retour sur le plateau de NCI Sport pour la troisième et dernière partie de ce numéro. On espère que vous passez un bon moment avec nous. Et on va commencer la dernière partie avec un tour d'horizon des différentes disciplines sportives qui ont marqué cette semaine. NCI Sport News proposé par Armel Yao et Moon. Regardez. Il s'est passé des choses dans la planète sport, ici et ailleurs. On se fait un point. Bâle, les qualifiés de la conférence Nil.
Le tournoi de la conférence Nil de la Basketball Africa League s'est achevé samedi au Caire, en Égypte. Après une dizaine de jours de compétition, Petro Luanda d'Angola, Al Ahly d'Égypte, CFV Beira de Mozambique et Cape Town de l'Afrique du Sud ont décroché leurs billets pour les playoffs de cette 3e édition prévue du 21 au 27 mai prochain à Kigali, au Rwanda. À l'issue de cette dernière phase sera connu le champion d'Afrique, le successeur de l'US Monastir. Basketball, FBA et JCA assurent. Le Palais des Sports de Treichville était en fête samedi, à la faveur des 17e et 18e journées du championnat national de basketball. Sur le plan purement sportif, les leaders n'ont pas tremblé. La Friends Basketball Association a dominé son dauphin, la SOA chez les dames, sur le score de 74-52. Dans le choc des hommes, la Jeunesse Club d'Abidjan s'est imposée devant le représentant ivoirien à Basketball Africa League, l'ABC 85-76. Volleyball, on connaît les champions. La Côte d'Ivoire connaît désormais ses nouveaux rois du volleyball. Chez les dames, la SEC Mimosa a remporté le 25e sacre de son histoire après avoir battu le CO Descartes lors de la finale retour 3-7-1. Côté hommes, ce sont les champions d'Afrique de la zone 3 qui ont fait la loi. L'AS INGS a dominé l'AS Police 3-7-0. Les étudiants du sport remportent leur 2e titre de la saison. Judo, des talents révélés. Le championnat national de judo cadet et junior a eu lieu samedi et dimanche au Palais des Sports de Treichville. 119 judokas chez les cadets et 112 chez les juniors étaient en compétition. Au terme d'intenses combats, des futurs champions se sont bien illustrés. Balou s'est illustré avec ses 2 médailles d'or, tant chez les cadettes et chez les juniors dans la catégorie des plus de 78 kilos. Bah Emmanuel de JC Riviera a lui été déclaré champion de Côte d'Ivoire des cadets en moins 73 kg après sa belle victoire par Ipon sur Doué Yves de JC Bois Yves. De son côté, Daboné Sarah de Seska a battu en finale Fadilat Adam pour s'adjuger la couronne des cadettes au niveau des dames des moins de 63 kg. Bref, le public qui a effectué le déplacement s'est régalé. Notons que 17 clubs affiliés à la fédération ont pris part à ce championnat. CNO Côte d'Ivoire, FESPOL, une réussite. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a organisé la première édition du Festival des sports olympiques FESPOL. C'était le samedi dernier au stade Koné-Samba-Ambroise de Dimbokro. Cette initiative du CNO Côte d'Ivoire a pour objectif de promouvoir le mouvement olympique à l'intérieur du pays afin de faire connaître les disciplines sportives aux populations des villes de la Côte d'Ivoire. Pour cette toute première édition, 200 athlètes issus de 16 fédérations sportives olympiques ont présenté leur sport à travers des démonstrations et des ateliers sous le regard des ministres Paulin-Claude Danhaut et Adama Coulibaly. Ces derniers ont salué ce festival dont le président Maître Ngouan Georges a promis la pérennisation. Alors, messieurs, rapidement, avant d'enchaîner avec la suite du programme, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du CNO Côte d'Ivoire, justement de faire connaître le mouvement olympique aux populations de l'intérieur du pays? Oui, c'est une très bonne initiative. Et il ne faut pas seulement pérenniser cette action-là. Il faut faire en sorte que ce soit étendu pratiquement sur toute l'année, à mon avis. Trouver les moyens pour pouvoir intéresser toutes les populations pendant toute l'année, les occuper, découvrir certains sports. Et pourquoi pas, ces jeunes-là, ces enfants-là, pouvoir intégrer les différentes catégories et tout ça. Ce serait une très bonne chose. Ouais. J'ai toujours dit que l'avenir du sport ivoirien se retrouve à l'intérieur du pays parce qu'il y a tellement d'engouement et ce genre de manifestations permet donc de rapprocher le sport, surtout les sports olympiques, donc de ces populations-là et pourquoi pas de revoir un tout petit peu l'état des infrastructures sportives. Allez, on va poursuivre avec le Inside de ce soir. Redonner ses lettres de noblesse à la boxe ivoirienne. Eh bien, telle est la vision que s'est fixée l'Elite Boxing Club à travers l'encadrement de ses athlètes. Résultat, Yves Boris Vey, Armel Yao, avec Yessé et Moon sont allés aux nouvelles pour apprécier ce qui se fait. En perte de vitesse depuis le début des années 2000, la boxe ivoirienne connaît d'énormes difficultés, que ce soit d'ordre structurel ou organisationnel. Malgré tout, certains clubs ne désespèrent pas. C'est le cas des Elite Boxing Club qui se présente comme un incubateur de champions. NCI Sport vous plonge au cœur de cette formation. Are you ready? Top, c'est parti.
Ok, c'est ici qu'on s'entraîne, c'est là notre salle. Bienvenue dans notre univers. Merci beaucoup. Alors, coach, on va commencer par quoi? Bon, dans un premier temps, je vais vous montrer quelques accessoires. Voilà, c'est qu'on utilise pour les entraînements. La paire de gants, c'est ce que nous portons, c'est ce qu'on utilise pour des compétitions, voilà, des combats et aussi des entraînements. Ça, ce sont des pattes douces. Voilà, c'est des trucs qu'on porte et on place pour que le boxeur frappe à l'intérieur. Et là, c'est les plastrons. Les plastrons, ça c'est le coach qui porte. Le dernier, les cages de protection, c'est utilisé beaucoup en amateur pour la boxe olympique. L'endroit que vous voyez, c'est le ring. Le ring, c'est l'endroit où deux adversaires s'affrontent. Et je peux même vous donner aussi les dimensions du ring. 6 mètres carrés de l'extérieur et de l'intérieur, c'est 5 mètres carrés. Vous voyez pourquoi de l'extérieur? Là, comme ça fait 6 mètres. Et vous voyez la corde qui quitte de là-bas jusqu'à ici. Voilà, c'est ce qui fait que il y a 1 mètre d'écart. Donc l'intérieur, c'est 5 mètres. Ça, c'est le sac du percute. Voilà pourquoi c'est bien rond. Le sac du percute. Et ce sac permet d'abord à l'élément de bien frapper, bien former son uppercut ou ses crochets. Vous voyez? Et après ça, on trouve un sac qui est direct. Un sac qui est direct, c'est fait pour les jabs. Les jabs, c'est-à-dire les gauches et les droites, comme aussi les crochets. Lui, on l'appelle l'aquaballe. L'aquaballe pèse, il y en a plusieurs kilos, mais ici, ça pèse 85 kilos. Et à l'intérieur, il a de l'eau. De l'eau même à l'intérieur. Et c'est fait pour empêcher d'abîmer le poignet. Elite Boxing Club a été créé depuis le 10 octobre 2020. Et depuis ce jour, le club compte 13 boxeurs, c'est-à-dire une dizaine de boxeurs en amateur, et puis 3 boxeurs en professionnel. C'est l'un de mes champions, voilà, il s'appelle Amada. C'est quelqu'un qui bientôt va faire mal. Voilà, donc il utilise en ce moment ce qu'on appelle la barre d'esquive. Apprêtez-vous pour la séance de shadow boxing. Et dès que ça sonne, je vais vous voir tous en mouvement pour le shadow boxing. Et respectez les consignes données. Donc c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ça sonne. Stop, ça sonne. C'est bien. C'est bien. Bravo. Moussa, bosse correctement. Je te vois. Ok, c'est bien les champions. Stop. Récupération. Ma passion pour la boxe est venue de Leila Ali, la fille de Mohamed Ali. Et lorsque je l'ai vue, ça m'a un peu attirée vers la boxe. Allez, jab, jab, vas-y, le retrait, jab, 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 ok, jab, 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 ok, jab, cross, c'est parti, top, 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 c'est bien, encore, top, top. Il y a plusieurs camarades qui pensent que je suis folle ou ça ne va pas, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il y a d'autres qui me soutiennent, il y a d'autres qui ne me soutiennent pas. J'ai intégré le club Elite Boxing par mon coach privé de kickboxing en 2021. Il a trouvé qu'il y avait du talent pour la boxe anglaise, donc il m'a proposé de rejoindre le club. Ici, le coach a vu qu'il était bon, il y avait du talent, du coup il m'a pris sous son aile. Là, nous sommes avec nos champions d'Afrique version Wabu. Il est en train de se filer le bandage. Un boxeur professionnel surtout, avant de filer les gants, il lui faut d'abord porter les bandes. C'est comme si quelqu'un portait d'abord les chaussettes avant de mettre les chaussures. Allez, c'est parti. Bravo, allez, 3, c'est parti. Allez, 3, allez, 2, allez, ok, bravo. Mes débuts dans la boxe, c'était en 2012, dans un camp militaire. Et il y a un chef de l'armée qui m'a vu, il m'a dit « Ah, Rougeau, tu peux faire la boxe ?» Il dit « Bon, on va essayer pour voir. » Au début, quand il a essayé, c'était dur. Il dit « Non, ça là, c'est pas pour moi. » C'est parti, top. Top. Avec les deux, top. Top. C'est top. Top. La compétition qui a participé pour avoir la ceinture Wabu, elle a commencé d'abord au Nigeria où ça allait faire la qualification à la demi-finale. Il fallait que je me qualifie d'abord pour venir faire la finale au Togo. Et j'ai croisé là-bas aussi un Ghanéen que je l'ai battu aussi à la première reprise par KO. Il m'a permis d'avoir cette ceinture. On va maintenant voir le combat de notre champion Wabu, Kona Damadi Rougeau, et notre futur champion olympique Amada. Boxe. Voilà, c'est bien. Prends ta garde, toujours ferme l'endroit où il frappe. C'est bien, 13 secondes, c'est bien. Allez, tu sais que Rougeau il est lourd.
C'est bien. Allez, on continue. Stop! Je vous invite maintenant sur le ring à exécuter quelques mouvements de boxe. Coach, merci beaucoup pour toutes ces instructions. Eh bien, j'espère que vous avez beaucoup appris sur cette discipline, son fonctionnement et ses fondamentaux. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Insight. Ah ben dis donc, Yves Boris V. Bon, alors, on va le regarder différemment maintenant, hein, la rédaction. Alors, c'est vrai que la boxe, hein, qui a du mal quand même à retrouver ses lettres de noblesse, quelle solution justement pour solutionner... oui, quelle solution pour régler toutes ces difficultés? Il faut une meilleure organisation au niveau de la fédération, tout simplement. Il faut beaucoup de promoteurs. On en a certains avec Gobé Alou, ancien champion de Côte d'Ivoire, également Jimmy Traoré, que vous connaissez très bien, qui organise des compétitions. Donc, il faut des modèles, il faut des repères pour pouvoir, on va dire, rameuter les troupes. Elle a dit, la jeune dame, c'est... la jeune fille donc, de Mohamed Ali qui est son repère. Donc il faut des repères au niveau local pour permettre donc, aux jeunes de s'intéresser à cette discipline. Oui, moi je dirais merci à Boris, hein, parce que je suis bluffé par la qualité du matériel. Oui. Et même on sent un entraîneur qui est très pro, hein, qui maîtrise son sujet. Je suis vraiment bluffé. On avait l'impression que la boxe, ça se faisait un peu n'importe comment. Là, je pense qu'ils sont sur la voie. Ouais, c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé le reportage. Eh bien, écoutez, merci pour Yves Boris, en tout cas. Allez, on va terminer ce numéro de NCI Sport avec le point de la deuxième journée de Ligue 2. Oui, où la bataille pour la montée fait toujours rage. Dans la poule A, l'Africa Sport tient son destin en main après sa victoire 3-2 face à l'ADFK dimanche à Adzopé. Et dans ce groupe, eh bien, les résultats donnent ceci. JCAT donc a battu Espérance de Boaké 2-0. Le CO Boisflé a battu Issiawazi 1-0. Le WAC a battu EFIM 1-0. Zoma FC s'est imposé face à l'Amfiara Sport 1-0. Et puis Agir a battu l'ASC Uragayo 1-0. Et dans la poule B, l'OFC Adiaké a atomisé un COSAP 4-2. Le FC Mouna a battu l'Estanda 4-0. l'ISCA a battu le RFC Aboisseau 3-1. Et Yamoussoukro FC s'est imposé face à Songon 3-1. Sirocco FC également, donc 3-1. Et puis le CO Sport s'est imposé face à l'Ocetabo 1-0. Alors au niveau du classement, dans la poule A, premier Zoma FC avec 43 points, suivi du CO Boisflé 43 points, plus 14. Et l'Africa Sport, eh ben oui, sur la troisième marche avec 42 points, plus 12. Et en bas du tableau, 12e, les FIB avec 22 points et 13e, l'ASC Uragayo avec 11 points. Et dans la poule B, premier Iska avec 46 points, plus 20, suivi de Mouna FC avec 46 points, plus 21. Et c'est Yamoussoukro FC qui ferme la marche du podium avec 40 points, plus 6. En bas du tableau, l'US Fermier, 19 points, 12e. Et le CO Sport referme ce tableau avec 18 points, moins 7, donc, et qui est 13e. Voilà, allez, rapidement, dans la poule A, l'Africa Sport maintient la cadence après sa victoire à Adzopé, son dernier match en déplacement. Les Aiglons peuvent-ils rêver de la montée en Ligue 1 ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça fait 2 ans, maintenant en deuxième division. L'Africa légitime sa place, c'est en première division. Et là, tous les furus de football ivoirien attendent que le retour de l'Africa pour retrouver... C'est savoureux, oui, c'est savoureux, on va dire, à Sec Africa. Ça nous manque énormément. Donc, je pense que l'Africa doit retrouver sa place légitime en première division. Ils ne doivent pas se rater. Ils ont leur destin en main. À eux de faire le boulot. Alors, ce n'est pas pour faire peur à l'Africa, mais il y a une opposition face à l'Amfiara. Et ce matin, j'ai eu le président donc, de l'Amfiara qui a dit « Est-ce que vous vous rappelez ce que les académiciens de la SEC ont fait à l'Espérance de Tunis ?» Nous, on va faire le même coup à l'Africa. Donc, c'est pour dire que tout le monde attend les Aiglons au coin du feu. Donc, il va falloir bander les muscles. C'est dommage, même les L'Amfiara aussi. C'est dommage, c'est le jeu. Ouais. Donc, il va falloir cravacher pour arracher ces points-là. Parce que moi, je crois fermement que l'Africa a les moyens de se hisser
en Ligue 1 tout simplement. Et puis le COE Sport, le COE Sport qui est aux portes de la 3e division. Un petit commentaire concernant le COE, rapidement. C'est dommage tout simplement pour une équipe, pour la dernière équipe qui a participé à une finale de Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est dommage. Voilà. Ouais. On ne peut rien dire d'autre que ça. Hein. C'est vraiment dommage. Je pense que mauvaise organisation, voilà, c'est une grosse plaie dans le football ivoirien en particulier. Et voilà, c'est bien dommage pour cette équipe. Oui, du COE Sport. Bon, eh bien voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport. Merci beaucoup Patrick Guittet. Merci, monsieur Babou Eric. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Prochain rendez-vous lundi prochain. Ouais. D'ici là, passez une excellente semaine. Et on va se quitter comme d'habitude avec les prolongations qui vous sont proposées par Hervé Kiessé. Excellente semaine à tous. Bye bye. Big fan of Scrappy as he lands a right hand. Oh, and he just knocked him out of the ring. Oh, my. 持ち込めなくてもプレスかけてるのはやっぱり自分。Stopped his last three inside the distance, and he's got him with a beautiful shot. Beautiful shot.